j'ai fait mes études à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est là-bas que j'ai eu ma maîtrise en langue étrangère appliquée. Ensuite, j'ai fait un concours en master de traduction et d'interprétation de conférences. Et actuellement, vous voilà devant vous en qualité de traducteur. Parce que en tant que linguiste, j'accorde beaucoup d'intérêt, j'accorde beaucoup d'importance à ma langue, puisque nous devons défendre nos langues face aux autres. Alors personnellement, je ne fais pas de distinction entre les langues. Pour moi, toutes les langues se valent, donc elles comportent les mêmes richesses linguistiques. Donc à ce titre, je me permets de vous saluer en manek, quand la conférencier de Hanna Ayatara, Allah fait la conférence au Kalim, fait le mi à maîtriser. Alors, je remercie tous les anciens présidents, je remercie également M. Fodé Kamara qui vient de nous quitter, quelqu'un de bien, quelqu'un d'ouvert d'esprit, très gentil quand même. Et je remercie également Adama qui est un grand frère et puis un grand conseiller, un conseiller avisé. Je remercie mon cher ami qui représente aujourd'hui M. le maire qui n'est pas là. Je remercie mon oncle d'affaires, Ibrahim. Alors, j'ai un peu de soucis par rapport, n'est-ce pas, à ce que vous avez fait. Donc, vous avez fait une combinaison de contre-nature en me mettant sur la même table que monsieur Syria. Donc, Syria et moi, on ne s'entendait pas. Quand on était même au SAM, à Boukine, on ne s'entendait pas. Donc, mais quand même, c'était un brillant esprit. Il était vraiment bien. Il était bien, puis il était quelqu'un avec qui on rivalisait sur les notes quand même. Donc, il était bien. Et ça ne m'a pas surpris qu'il fasse partie des panélistes aujourd'hui. J'aurais aimé que vraiment ce que nous souhaitons faire ici actuellement, que ça se fasse sous forme de panel. Et puis que ce soit un échange entre intellectuels et puis que chacun donne son point de vue par rapport à l'enseignement supérieur. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur, bien de gens, nombre de gens ne sont pas motivés à faire des études supérieures. Parce que tout simplement, on voit quelqu'un qui n'a pas étudié réussir, devenir milliardaire. Alors toi, tu te dis, j'ai fait presque toute ma vie, j'ai passé toute ma vie à étudier, et me voilà aujourd'hui, je peine même à trouver un stage. Je ne parle même pas d'emploi. C'est un facteur vraiment démotivant. Et c'est à ce titre, justement, que je voudrais jalonner avec vous. C'est un échange. On va échanger sur cette question, sur cette problématique, n'est-ce pas, des temps modernes. Parce qu'il y a de cela quelques années, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. L'emploi existait à foison, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et même actuellement, les emplois existants sont menacés. Les emplois existants sont menacés parce que tout simplement, nous sommes à l'ère technologique. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il suffit juste de poser une simple question à l'intelligence artificielle et de tout. Alors, maintenant, l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, est artificielle, mais ce n'est pas une intelligence naturelle. Alors, après la réponse acquise auprès de l'intelligence artificielle, vous serez obligé de raffiner. Et peut-être il y a d'autres intelligences artificielles qui vous permettent d'enlever les substrats, par exemple, de ChatGPT. Et ça pose un sérieux problème. Il y a beaucoup de métiers qui sont menacés. Imaginez les métiers sont menacés avec l'intelligence artificielle, alors que les gens peinent à trouver un autre emploi. Et pensez-vous que cela n'est pas source de motivation? C'est ça le problème. Alors, et c'est pour ça qu'on va entrer de plein pied ce que j'ai préparé, parce que je n'ai pas coutume de me mettre devant le public à m'exprimer de cette façon. Alors on dit, dans une ère marquée par la fulgurante ascension de certains influenceurs devenus millionnaires, sans diplôme, et par l'essor de l'intelligence artificielle qui bouleverse les repères traditionnels du marché du travail, beaucoup de jeunes peuvent légitimement se demander à quoi vont faire des études supérieures. Pourtant, loin d'être obsolète, je veux dire, obsolète veut tout simplement dire vieux, caduc, vétuste. Ok? Donc,
Pourtant, loin d'être obsolète, l'enseignement supérieur reste l'un des investissements les plus puissants et les plus durables qu'un jeune puisse faire. Non seulement pour sa carrière, mais aussi pour son épanouissement personnel et sa contribution à la société. Alors, l'intelligence artificielle, si belle soit-elle, ne peut nous aider que lorsque nous sommes dans une situation d'instantanéité. On a une question, on a une urgence, donc, ou bien on a une recherche à faire, automatiquement on va avoir recours à l'intelligence artificielle. Mais lorsque vous devez confronter, par exemple, monsieur le Président, n'est-ce pas, dans un débat face à face, est-ce que vous allez vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir recours à l'intelligence artificielle? Et là, c'est là que se trouvent les limites de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un instrument de recherche. Même si ça doit remplacer l'être humain, en tout cas, ce n'est pas pour le moment. Mais quand même, c'est un outil indispensable. C'est un outil indispensable. Alors, d'où nous tous, pas vous, ce que je dis, ça s'applique à moi, ça s'applique à tout le monde. Donc, nous devons nous cultiver. Moi, ce que j'ai coutume de dire, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, il faut qu'on lise beaucoup. Lisons abondamment. La culture n'a pas de prix. Et la culture, ça se sent lorsque vous êtes dans une situation de prise de parole, lorsque vous prenez la parole. Ça se sent si vous êtes cultivé. Et peu importe le domaine, que ce soit dans les domaines scientifiques, que ce soit dans les domaines littéraires, que ce soit dans les domaines professionnels, que ce soit dans les domaines religieux, la culture est très importante. La culture est très importante. Alors, vous ne pouvez pas vous considérer comme scientifique si vous ne connaissez pas les prédécesseurs, les pionniers dans le domaine de la science. Il faut les connaître. Et seule la recherche documentaire, et seule la culture générale peut te permettre de connaître cela. Mais vous ne pouvez pas non plus dire que moi je suis littéraire sans pour autant connaître les monuments de la littérature. Ce n'est pas possible. Donc seule la lecture peut vous permettre d'avoir accès, n'est-ce pas, à certaines informations. Et maintenant, si vous êtes religieux, alors pour faire vos khutbahs, je ne le dis pas pour notre cher Oustad qui est là, il faut absolument, il y a des fondamentaux. Il faut, dans un premier temps, comme on le fait souvent au village, l'Akhdari, Asma'i, Muqaddima, Risale Samabani et tout. Non, ça, ce sont les béabas de la connaissance. Ce sont les béabas de la connaissance religieuse. Donc, ce n'est pas dans le cadre de mais quand même, il faut aller beaucoup plus loin. Sahih Bukhari, Sunan Abu Daoud, les Kutub Sunnah. Donc, il faut les connaître. Mais il faut connaître également ce qu'on appelle Fiqh al-Mazahib al-Arba. C'est-à-dire A'immatul Arba, c'est-à-dire les 4 écoles de l'islam, il faut les connaître. Maintenant, lorsque vous êtes dans le domaine de la science, surtout en égyptologie ou dans d'autres domaines, Cheikh Anta Diop demeure, même en physique, un physicien, un anthropologue, demeure une référence absolue. Donc, Cheikh Anta Diop doit nous servir de modèle. Il doit nous servir de modèle. Et un jour, quand on avait, en 2010, je me rappelle fort bien, quand on avait invité son fils Cheikh Mbacké Diop à l'UGB, il nous disait que sa maman lui racontait souvent certaines anecdotes par rapport à son papa. Donc, sa maman lui disait que ton papa passait toute la journée dans la bibliothèque. À telle enseigne que je l'ai dit un jour, si vous ne voulez pas, que le couple continue, je pense que je peux demander gentiment le divorce. Il dit que Cheikh Anta Diop passe toute la journée, il vient à la maison, il fait quelque temps là-bas, il retourne à la bibliothèque et ne quitte la bibliothèque vers 3 h du matin. Alors, est-ce que parmi nous, il y a des gens qui sont prêts à être comme Cheikh Anta Diop? Et voilà, aujourd'hui, il est bien récompensé. Parce que tout le monde savait son combat. Le combat que Cheikh Anta Diop portait, c'était le combat contre l'obscurantisme. Le combat contre l'obscurantisme. Parce que c'est à cause, je ne dirais pas grâce, mais c'est à cause de l'obscurantisme que les Occidentaux ont tenté d'effacer tout bonnement l'histoire de l'Afrique.
Mais grâce à quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Marcus Garvey, et tant d'autres, n'est-ce pas, pionniers, aujourd'hui, les Africains peuvent se dire que nous sommes fiers d'être le berceau de l'humanité, nous sommes fiers d'avoir transmis, n'est-ce pas, à la civilisation grecque, n'est-ce pas, nos legs, nos connaissances et tout, d'autant que tout le monde sait que Thalès de Milet, Pythagore, ils sont tous partis en Égypte pour aller apprendre auprès de qui? Auprès des Noirs. Donc, Nutété, Cheikh Anta Diop et tant d'autres, ça allait être beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, l'Africain peut se dire fièrement, jovialement, que nous avons transmis la connaissance à l'humanité. Et même si on sait que c'est vrai que les afrocentristes le refusent tantôt en disant que la civilisation a commencé en Égypte. Bien entendu, l'Égypte est une brillante civilisation, ça ne fait pas l'unanimité. Mais il faut savoir que la première civilisation humaine a commencé en Sumérie. Les Sumériens étaient les Akkaïens, ensuite les Akkadiens, les Babyloniens, l'Égypte. Mais la plus grande civilisation humaine, ce sont les Égyptiens. C'est vrai que certains ne seraient pas d'accord sur ça. Cela dépend de là où l'on se positionne. Je le dis parce que je suis devant les historiens, n'est-ce pas, mes amis. Hein? Alors, maintenant, si je fais des divagations, vous pouvez me dire que non, on n'est pas d'accord. Hein? Je sais qu'il n'est pas d'accord, hein? En tant que disciple de Cheikh Anta Diop, hein? Sur la civilisation humaine. Ok, donc, il faut la connaissance pour connaître tout cela. Et maintenant, le problème de beaucoup de jeunes, c'est-à-dire vous grandissez avec quelqu'un et vous voyez qu'il est parti en Espagne, il a commencé à construire. Et cela crée une situation de doute en vous. Vous dites, mais après, j'étais là avec lui. D'ailleurs, on partageait la première année, on partageait la deuxième année, et il est parti en Espagne. Aujourd'hui, voilà, il se balade avec des autres. Donc, tant de facteurs sociaux, facteurs psychologiques, font qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas motivés à poursuivre les études supérieures. Savez-vous, cela aura quoi comme conséquence? Nous arriverons à un moment où le pays sera à court d'intellectuels. Regardez aujourd'hui, on peut dans cet espace, dis-moi, il y a combien de doctorats? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui se sont même inscrits en doctorat, ils veulent poursuivre leurs études? Parce que non seulement il y a la pression psychologique, tu dois avoir de l'emploi, te marier, mais également il y a la pression sociale. Ton papa te dit, j'ai fait beaucoup d'investissements sur vous, vous ne voulez pas m'aider? C'est des situations qui arrivent. Et sur ce, je vous souhaite vous donner mon exemple, n'est-ce pas? Puisque nous partageons la même expérience. Quand je suis arrivé tout nouvellement à l'UGB, dès la première année, parce que nos parents, ils ne comprennent pas comment fonctionne le système, comment fonctionnent les études universitaires. Et mes parents ont commencé à mettre la pression sur moi, nous demandant, il faut nous aider parce qu'on a beaucoup fait ceci, tel a fait le concours, je ne sais pas, tel a fait est devenu instituteur, et l'autre est devenu professeur, donc, et tu as le même niveau que, pourquoi tu ne veux pas? Donc, ça, c'est une pression très forte si vous n'êtes pas mentalement fort. Alors, ceux qui sont dans cette situation, moi j'étais dans cette situation, mais ceux qui sont dans cette situation, comment ils font pour s'en sortir? Et surtout nos chers amis, les belles dames qui sont là, maintenant, voilà, ils vont aller en photo. Donc, ce sont des moyens de pression mis à l'avenir et si vous n'êtes pas mentalement fort, finalement vous finirez par céder et ça pose un sérieux problème. Je vous dis, les études supérieures sont fort importantes. Les études supérieures, c'est important. Donc je vais vous lire ce passage, n'est-ce pas, pour que nous appréhendions ensemble, n'est-ce pas, l'importance des études supérieures. Donc, quelle est l'occasion, quelle est l'opportunité que les études supérieures peuvent nous offrir?
Une ouverture sur le monde d'abord. L'ouverture sur le monde. Une formation intellectuelle approfondie et structurante. L'acquisition d'une connaissance spécialisée et approfondie. L'université constitue un espace d'apprentissage où l'on dépasse largement la simple mémorisation pour entrer dans une démarche de compréhension. Donc ça veut dire que la connaissance, ce n'est pas forcément la mémorisation, mais c'est la compréhension. Il faut comprendre. Il ne faut pas mémoriser. C'est pour ça que ceux qui habituent qui s'exercent à mémoriser tout le temps, à un certain niveau, ils ont des problèmes. Moi j'étais comme ça, c'est pour ça qu'ils me connaissent très bien, je n'étais pas bien en mathématiques. Parce que tant que je ne comprends pas, tant que je ne mémorise pas, j'avais cette faculté, tant que je ne mémorise pas les mathématiques, tous mes cours de mathématiques, 6e, 5e, je mémorisais tout. Maintenant, quand je viens en classe, si j'oublie un petit détail, automatiquement j'ai des problèmes. J'étais comme ça. Donc, c'est ce qui fait que moi, j'ai passé toute ma vie à mémoriser et je pensais que c'était ça la connaissance, alors qu'en réalité, c'était le vide. Alors, c'est pour ça qu'il dit une simple mémorisation pour entrer dans une démarche de compréhension, d'analyse et de réflexion critique. Lorsque l'on ne comprend pas, vous ne pouvez pas faire une critique sérieuse. Vous ne pouvez pas faire une critique approfondie. Vous ne pouvez pas avoir un esprit analytique ou synthétique des choses. Et malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Regardez nos télés. C'est pour ça que moi je ne regarde pas la télé. Parce qu'il n'y a pas la substantifique moelle des débats dignes d'intellectuels. Regardez à la télé. On prend des chroniqueurs qui étaient, je ne sais pas où est-ce qu'on les a ramassés, et on nous dit que ce sont des chroniqueurs. C'est une façon de dégrader, une façon de dévaloriser, n'est-ce pas, la connaissance, mais une façon de dévaloriser la valeur des étudiants quand même. Mais regardez les étudiants qui sont là, ils sont brillants, ils sont tout le temps à la bibliothèque, et puis on prend un petit gosse, on lui dit, voilà, c'est le même chroniqueur, il est primé. C'est une catastrophe. C'est une façon d'encourager la médiocrité. Je pense que l'effort intellectuel, au lieu d'être encouragé, ne doit pas être découragé. Il faut l'encourager. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Mais, chers étudiants, chers amis, je pense qu'on peut aller ensemble. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Le monde appartient aux connaisseurs. Le monde appartient aux sachants. Le monde appartient aux scientifiques. Le monde appartient à ceux qui détiennent la culture générale. C'est ce que nous. Aujourd'hui, ça va être très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de souplesse, il y a beaucoup de bouleversements. Mais l'avantage que l'on a avec le système LMD, parce que tantôt, c'est vrai que le système LMD, je souhaite revenir un peu sur ça, c'est nous qui sommes les premiers fils du système LMD, UGB. Le système a été appliqué à l'UGB en fin 2007, puisque moi j'ai obtenu le bac en 2007, 2008 c'était ma première année. Alors, c'était très compliqué le système, parce qu'il y avait un système classique. Nous, quand on est venu, seul l'UGB a fait un basculement intégral dans le système. C'est vrai que c'est un système, son avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartouchards. Parce qu'à tout moment, avec les crédits obtenus, on peut bel et bien poursuivre ses études. C'est là que se trouve l'avantage. Maintenant, le fait d'accumuler des crédits, des dettes et autres, jusqu'en licence, ce qui fait que ça peut poser un problème de sélection. Beaucoup de gens tu peux, si par exemple, vous avez des crédits à combler en première année, vous venez en deuxième année, vous comblez, maintenant, une fois en licence, et qu'il y a quelqu'un, même s'il n'a pas de bonne note, mais il est arrivé en licence au même titre que vous, mais il n'a jamais accumulé ou traîné des grilles, lorsqu'on fait la sélection, il sera sélectionné, vous ne serez pas sélectionné alors que vous avez la meilleure note. Savez-vous pourquoi? On se fonde ce qu'on appelle la sélection sur les critères spécifiques. Bon, et on a exposé ça, je ne veux pas entrer dans tout ça. Donc, à la base, il parlait de Marie-Théognan. Marie-Théognan, il était à l'époque notre recteur. Mais à la vérité, il n'était pas tout à fait d'accord avec le système. Il n'était pas d'accord. Alors, maintenant, avec le truc de performance, le contrat de performance, en 2010,
qui a été signé, n'est-ce pas, à l'université Gaston Berger, sous l'égide de M. Moustapha Souran, je pense bien, Moustapha Souran et Malik Kenyan à l'époque. Et c'est là que le système, l'université Gaston Berger, je ne suis pas là pour valoriser l'UGB, le monde de l'ICAD, mais c'est là qu'on a commencé à perdre la valeur à l'UGB. Malik Kenyan dit non, avec le système LMD, donc on va orienter les étudiants, même dans les universités qui se disent d'excellence à l'UGB. Et c'est là qu'ils ont sorti un décret pour dire que l'UGB va accueillir, n'est-ce pas, va accueillir les étudiants. Parce qu'à l'époque, pour venir à l'UGB, on prend le premier, le deuxième et le troisième licence. C'était ça la tradition de 90, n'est-ce pas, jusqu'en 2010. C'était ça. Mais finalement, l'autre là, comme il dit qu'il y a un problème d'orientation d'équipe des étudiants, donc ça ne peut pas continuer. Et que ça ne peut pas connaître, et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette situation. Donc, le système LMD, Badalay n'était pas, c'est Badalay Khan, le dernier recteur de l'UGB, qui était en Angleterre. Il a fait ses études là-bas, puisque le système était en vigueur là-bas. Il est venu, il s'est inspiré de ce système en pensant que le système est beaucoup plus flexible. Donc, lorsqu'il est venu, il a fait une proposition. D'abord, c'est UFR-RHH, lettres et sciences humaines chez nous, qu'il a tenté la phase d'essai. Les autres n'étaient pas d'accord. Ceux qui voyaient Sciences Po, droit et autres, ils n'étaient pas d'accord. Mais nous étions les seuls, n'est-ce pas, à accepter le basculement intégral dans le système. Et Malik Kenyan disait non. C'est pour ça que UFR, SAT, ceux qui font mathématiques, ils étaient les derniers. Ils étaient les derniers à entrer dans le système. Maintenant, ils ont fait une application timide, une application progressive du système. C'est à partir de la deuxième année, et même certains ne le font pas. Donc, Malik Kenyan, c'est vrai, à un certain moment, lorsqu'il il a été combattu pour ça par Badalay Khan, il y avait un bras de fer entre les deux, puisqu'ils ne partagent pas politiquement la même vision. C'est vrai que l'université, parfois, la politique a caché l'université. Je ne vais pas entrer dans tout ça. Donc, c'est ça un peu de rappel, si j'ai bonne souvenance, sur le système LMD. Donc, on continue sur notre exposé. Donc, contrairement à l'enseignement secondaire, qui repose souvent sur l'apprentissage par cœur, l'enseignement supérieur valorise l'autonomie intellectuelle et la construction du savoir. Les étudiants deviennent pleinement acteurs de leur formation à travers les modalités variées, telles que les séminaires, les travaux dirigés ou encore les projets de recherche. Ça, c'est important. Ici, on a au prisme deux choses, c'est-à-dire l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire. Pourquoi à l'université, on ne vous appelle pas des élèves, on vous appelle des étudiants? Pourquoi? Pourquoi on ne vous appelle pas élève et on sait que vous avez obtenu le bac? Donc, cela veut dire tout simplement, le premier diplôme universitaire, c'est le baccalauréat. Le baccalauréat n'est pas un diplôme secondaire, c'est un diplôme qu'on prépare. C'est pour ça que lorsque vous venez ici, que vous récupérez le premier diplôme universitaire, c'est le baccalauréat. Ce n'est pas la L1 ou bien la L, non, c'est pas la L1. Le premier diplôme universitaire, c'est le baccalauréat. Et pourquoi on vous appelle étudiant? Lorsqu'on vous dit étudiant, l'enseignement qui vous est destiné, c'est vrai qu'il y a de l'inappropriété, le fait de l'appeler la pédagogie, l'inscription pédagogique, mais en réalité, ce n'est pas une inscription pédagogique, mais plutôt une inscription administrative. Et bon, de toute façon, comme c'est entré dans la terminologie, dans le vocabulaire, tout le monde, mais en réalité, c'est un enrichissement, c'est une inscription administrative et non pédagogique. Et qu'est-ce que la pédagogie a à voir avec l'inscription? Donc, c'est pour ça l'enseignement dispensé à l'université, ce n'est pas un enseignement pédagogique, mais c'est un enseignement didactique. C'est-à-dire l'enseignement didactique est un enseignement, une formation destinée aux adultes. Dès l'instant qu'on met les pieds à l'université, on est adulte. C'est pour ça qu'on ne dit pas on ne devrait pas parler de pédagogie à l'université, mais on doit parler plutôt de didactique, la didactique. Donc on se dit que l'étudiant a atteint
une certaine maturité intellectuelle. Dès que vous avez le baccalauréat, vous êtes un intellectuel. C'est pour ça que vous ne devez pas vous sous-estimer. Dès que vous avez le baccalauréat, vous êtes un intellectuel, vous êtes une intellectuelle. Alors maintenant, si vous avez la chance, n'est-ce pas, de faire la première année, la deuxième année, c'est bien. Donc, lorsqu'on est étudiant, c'est quelqu'un qui étudie par lui-même. Quelqu'un qui étudie par lui-même, c'est celui-là qu'on appelle un étudiant. Il ne peut pas être appelé élève. L'élève, c'est la pédagogie, on l'accompagne. Et c'est à ce titre que parfois il y a certains enseignements, on ne vous les dispense pas au lycée. Par exemple, la grammaire normative. La grammaire normative, la grammaire normative ou la grammaire prescriptive, c'est ce qu'on appelle la grammaire prescriptive. Ensuite, il y a la grammaire explicative. Il y a cette même grammaire explicative qu'on appelle la grammaire descriptive ou même la grammaire linguistique. Ouais, donc c'est pour ça qu'on ne vous enseigne pas ça au lycée, parce que vous aurez du mal à comprendre. Et une fois ici, vous avez l'impression comme si vous n'avez jamais étudié. Vous avez l'impression comme si vous n'avez jamais étudié, et c'est ça le problème. Donc l'université, ceux qui cartouchent à l'université à l'époque, et ceux qui peinent aujourd'hui à avoir leur crédit, à valider pour leur crédit, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais c'est parce qu'ils sont confrontés à un problème d'adaptation. Un problème d'adaptation. Parce que l'environnement aussi joue un rôle déterminant, n'est-ce pas, sur l'aspect cognitif de l'individu. Tu avais des années quand tu étais au lycée, ton papa te choyait, ta maman te choyait, et puis vous avez l'habitude, surtout, l'université est mauvaise pour un élève brillant. Pour preuve, lorsque vous étiez au lycée, vous avez l'habitude d'avoir de bonnes notes. Vous venez à l'université, vous faites votre premier devoir, tu te retrouves avec on te donne 2 ou bien 1. Vous êtes moralement abattu. Et moi, ça m'est arrivé. Parce que moi, quand on m'a donné en arabe, 7, je n'en revenais pas. Et en anglais, on m'a une fois donné 0. En anglais. Donc, c'était listening. Donc, so it is very important to sometimes to explain to a student the importance of higher education. Higher education is key. So don't even try to minimize the excusez-moi. Donc, il ne faut pas minimiser les études supérieures. Donc on va continuer sur cette question. Alors, il dit par exemple, dans le domaine des sciences médicales, il ne s'agit pas seulement d'apprendre le fonctionnement du corps humain, mais aussi de développer les compétences pratiques et éthiques. C'est à ce titre. Ce n'est pas parce que j'ai fait des formations en médecine ou bien en pharmacie qu'on doit automatiquement, sans formation, n'est-ce pas, vous demander de prescrire des ordonnances au qui. Mais vous serez un assassin. Vous allez commettre le meurtre. Hein? Je pense que c'est votre terminologie d'assassin. Tu es un assassin ou bien moi. Donc, il faut beaucoup faire, c'est-à-dire l'université, c'est très bien. Quelqu'un qui vous dit que l'université donc n'a pas d'importance, les études supérieures, ils ne les comprennent pas. Et on continue, il dit, mais aussi de développer les compétences pratiques et éthiques, poser un diagnostic, élaborer un protocole de soins. Je parle des scientifiques, un protocole de soins, il faut tout un protocole. Ou encore interagir avec les patients dans une démarche de soins global. Ainsi, la formation universitaire allie savoir théorique et application concrète. Et c'est cette dualité que l'on trouve à l'université. Vous savez, quelqu'un qui a fait, quelqu'un qui a fait 2 ans à l'université, et il a cartouché, lorsqu'il parle, il n'a pas le même niveau que quelqu'un qui a obtenu au bac mention très bien. Vous voyez. Quelqu'un qui vient à l'université, il n'a pas pu aller en licence, et lorsqu'il organise bien